9 septembre 1943. La résistance corse, sans aucun soutien extérieur, lance l'insurrection contre l'occupant italien. Mais malgré la ferveur des patriotes, la partie est loin, très loin d'être gagnée. Car depuis le débarquement allié en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, l'île de Beauté revêt un enjeu stratégique de premier plan. Hitler et les Alliés veulent faire de la Corse un pivot pour leurs opérations en Méditerranée. Sur place, 4000 SS n'ont qu'une idée en tête, tuer les résistants jusqu'au dernier. La situation des patriotes est vite insupportable. Pire encore, le 12 septembre 1943, plus de 30 000 soldats de la Wehrmacht en route vers le front italien débarquent à leur tour dans l'île. Il faudrait les empêcher de rembarquer. Un pari insensé pour quelques milliers d'hommes simplement armés. Tu connais la culture des armes, tout le monde a un fusil de chasse, et on se débrouille comme ça. Et chaque fois qu'on peut dérober un fusil à l'ennemi, c'est une arme en plus qui servira pour la liberté. Pourtant, un mois plus tard, le 4 octobre 1943, la Corse est, selon les mots mêmes du général de Gaulle, le premier morceau de France à être libéré. Historien et journaliste, j'ai voulu savoir comment les patriotes corses avaient réalisé cet exploit. J'ai recueilli des témoignages. Un coup de vent, il n'y a plus de brouillard. Et là, les Allemands les repèrent et c'est le début du massacre. J'ai récolté des indices. C'est un casque de la SS. Un casque de la SS Reichsfuhrer, oui. J'ai traversé le temps. Des passionnés d'histoire vivante ont reconstitué pour moi la violence des combats. Avec eux, grâce à eux, j'ai découvert que les résistants corses avaient reçu l'aide providentielle des commandos et des tabors de l'armée d'Afrique. J'ai sillonné l'île de Beauté et revécu la course contre la montre pour contrecarrer les plans des SS et empêcher le rembarquement des troupes allemandes. Des combats épiques jusqu'à l'affrontement final aux portes de Bastia. Un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale. La véritable histoire de la libération de la Corse. Novembre 1942. Après plus de 3 ans de conflit, la Seconde Guerre mondiale serait-elle sur le point de basculer? Le vent serait-il en train de tourner? Car en cette fin d'année 1942, les Allemands connaissent leur première grande déconvenue. Sur le front russe, la Wehrmacht s'épuise devant Stalingrad. Dans le même temps, à El Alamein en Égypte, les Britanniques viennent d'infliger à l'armée du général Erwin Rommel son premier coup d'arrêt, l'obligeant à battre en retraite vers la Tunisie. Le 8 novembre 1942, 107 000 Américains et Britanniques débarquent sur les côtes du Maroc et de l'Algérie. C'est l'opération Torche. En réaction, Hitler décide d'envahir la zone libre française. Entre les deux continents, une île méditerranéenne prend une importance stratégique majeure, la Corse. Le 11 novembre 1942, 3 jours après le débarquement allié en Afrique du Nord, des navires apparaissent au large de Bastia. Les habitants exultent. Ils vont vite déchanter. Les soldats qui s'apprêtent à débarquer ne sont ni américains, ni britanniques, ni français. Ils sont italiens. Entre le 11 et le 14 novembre 1942, 80 000 soldats prennent possession de l'île de Beauté, qui ne compte alors que 200 000 habitants. En envahissant ainsi la Corse, Mussolini rompt l'armistice signé avec le gouvernement de Vichy le 24 juin 1940. Sylvain Grégory est directeur du musée de Bastia. Il a consacré plusieurs travaux à la libération de la Corse et notamment au rôle joué par la résistance. Sylvain, entre le 11 et le 14 novembre 1942, ce sont des Italiens qui débarquent en Corse dans le cadre de l'occupation de la zone libre, l'opération Anton. Pourquoi des Italiens et pas des Allemands? Alors on est là dans un contexte géopolitique qui est typiquement méditerranéen. Pendant la fin des années 30, l'Italie a revendiqué presque officiellement la Corse comme terre iridente, donc terre qui devait retourner à l'Italie. Et c'est dans ce cadre-là que le partage des zones d'occupation entre Hitler et Mussolini fait que la Corse échoua aux Italiens.
À ce moment-là, comment les Corses réagissent-ils quand ils voient ces bateaux et ces Italiens qui débarquent sur l'île de Beauté? Alors c'est une surprise, et presque une double surprise, puisque quelques jours avant a eu lieu le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, donc les Corses sont évidemment au courant et attendent les Alliés pour les protéger d'un éventuel débarquement italien. Et là c'est vraiment un choc psychologique qui va se transformer en traumatisme collectif, puisqu'on va découvrir que finalement ce sont les navires de la Regia Marine, la marine royale italienne, qui sont au large de Bastia et qui annoncent cette occupation tant redoutée qui dans les esprits est synonyme d'annexion. Ça va forcément renforcer la résistance corse à ce moment-là. Les Corses vont avoir envie de repousser, de rejeter ces Italiens à la mer? Alors bien sûr, puisque cette occupation italienne elle va réactiver une italophobie traditionnelle dans l'opinion, et on va voir dès cette époque-là des militaires vouloir prendre les armes, des caches d'armes à être mises en place, et les mouvements de résistance vont commencer à vraiment se restructurer et à recruter plus massivement qu'auparavant, avec vraiment une motivation qui est basée sur un rejet presque culturel, entre guillemets, de l'italien qui va être réactivé par une occupation assez dure. Le général Magli, qui commande les troupes d'occupation, dispose de 80 000 hommes. Fantassins, artilleurs, parachutistes, mais aussi des bersagliers, considérés comme des soldats d'élite de l'armée italienne. Ils sont notamment équipés de canons automoteurs Semovante L40 Fiat en saldo. Une soixantaine d'exemplaires ont été acheminés jusqu'en Corse. Long de 4 mètres, pour une largeur d'1 m 92 et une hauteur de 1 m 63, le Semovante L40 pèse 6,5 tonnes. Son moteur de 4 cylindres et 68 chevaux lui permet d'atteindre les 42 km/h sur route. Il est doté d'un canon anti-char de 47 mm à tube de 32 calibres monté sur un affût à l'avant du châssis. Chaque véhicule dispose de 70 obus. Même s'ils sont bien équipés, les Italiens ne sont pas les bienvenus sur l'île et ils le savent. Ils ont donc réinvesti des casemates françaises et en ont fait bâtir d'autres à différents endroits de l'île. Alain Allègre est président de l'association de reconstitution historique USS Corsica. Avec d'autres passionnés, il est parvenu à restaurer plusieurs de ces casemates. Nous sommes ici sur le col de Teghim et nous sommes à présent sur une fortification italienne qui a été bâtie à partir de 1942. Alors tu peux voir, c'est une structure qui s'intègre bien au paysage, tout simplement parce qu'ils choisissaient un endroit de la grosse roche, ils dynamitaient. Ils coulaient leurs blocos et les pierres, ils les reposaient dessus en camouflage. Donc tu aperçois ici une structure bétonnée et on voit le reste, c'était un amalgame de roches et de béton. C'est installé sur un promontoire en fait. Toujours, de façon à dominer la route, la plaine et tout ce qui s'ensuit. Viens, à présent, je vais te faire découvrir l'intérieur et ses petits secrets. C'est une structure complètement bétonnée. Il y a encore même le bois des coffrages à certains endroits. Tout à fait. Et là, tu vois, donc la structure était faite en 2 parties. La première en pierre maçonnée et à la fin, on coulait par-dessus une chape de béton qui reposait à même la pierre. Sur un coffrage, il y a les traces des pierres, des planches. Et là, on voit la roche qui était utilisée, elle provenait de Saint-Florent. On retrouve des débris de briques, des galets, parce que c'était ramassé le long de la plage de Saint-Florent et acheminé jusque-là. Tu imagines un peu le trajet quand même que ça a fait pour arriver jusqu'ici. Donc le sol était bétonné pour que ce soit quand même sec. C'est un petit labyrinthe quand même. Hein? Un petit labyrinthe. Alors les chicanes sont faites de façon à couper en cas d'explosion le souffle et permettre aux soldats d'être protégés. Et ça, c'est une fabrication italienne? Italienne, purement italienne. On retrouve les mêmes de partout sur l'île et même à l'île d'Elbe, on retrouve le même modèle. Et là, regarde, pour te prouver l'authenticité, on a même le nom du constructeur ici, enfin l'un des constructeurs, le soldat Branchetti Gino, classe 1920. Par contre, son grade, je ne pourrais pas te dire, ça s'est un peu effacé avec le temps. C'est un graffiti historique. Ah oui, tout à fait. Et puis, pour couronner le tout, suis-moi, on va aller sur la terrasse de tir. La voici. Voilà la première des choses qui tape remarquable. C'est le panorama. Hein. Donc, on voit en direction de l'Italie, enfin, toute la zone est couverte.
Alors l'implantation est due au fait que Bastia se trouve de l'autre côté de cette montagne, le col derrière nous. Oui, toutes les troupes qui pourraient arriver de Bastia sont bloquées ici par cette position. Tout à fait, parce que c'est le seul col qui est praticable par des véhicules. Donc il est impératif de conserver la maîtrise de ce col. C'est un point de vue remarquable. Et là, tu vois donc au sol, on voit cet encuvement qui a été fait pour une pièce italienne. C'était une pièce de 47. Donc le pivot qui permettait à l'arme de pivoter, la rigole autour, où c'est qu'on écartait les bras du canon et on pouvait le réorienter selon le besoin. Et ça pouvait effectivement tirer aussi sur la route qui est en face de nous. Ah, tout à fait, ça la couvrait depuis, on aperçoit le virage en bas de Montébé jusqu'à nos pieds, donc la zone était couverte. Très belle position. Au mois de novembre 1942, sur le continent, l'invasion de la zone libre se poursuit. Le 27, la France est entièrement occupée. Face à l'avancée des Allemands, à Toulon, la flotte de la marine vichiste se saborde. Mais un capitaine de corvette, Jean L'Herminier, parvient à faire quitter le port de Toulon à un sous-marin qui va jouer un rôle essentiel dans la libération de l'île de Beauté, le Casabianca. Long de 92,3 mètres pour une largeur maximale de 8,2 mètres et un tirant d'eau de 4,7 mètres, le Casabianca pèse 1570 tonnes et jusqu'à 2084 tonnes lorsqu'il est en plongée. En surface, le Casabianca peut atteindre les 17 nœuds, soit 31 km/h, grâce à 2 moteurs diesel Sulzer de 9 cylindres. En plongée, 2 moteurs électriques Alstom le propulsent jusqu'à 10 nœuds, soit environ 19 km/h. Le Casabianca peut descendre jusqu'à 80 mètres en toute sécurité. Il est équipé de 11 tubes lance-torpilles, un canon de 100 mm sur le pont devant le kiosque et une mitrailleuse double de 13,2 mm à l'arrière du kiosque. En opération, l'équipage est composé d'environ 85 hommes. Le Casabianca réussit à traverser la Méditerranée et atteint les côtes d'Alger le 30 novembre 1942. C'est d'ici qu'il va poursuivre le combat. Au même moment, en Corse, la lutte contre l'occupant commence justement à s'organiser. Depuis l'armistice de 1940, il y a bien quelques réseaux de résistance sur l'île, mais c'est l'invasion italienne de novembre 1942 qui va les obliger à se structurer. Alain, est-ce que des mouvements de résistance émergent en Corse après l'armistice de 1940, comme ils ont pu émerger sur le continent? Alors les groupes vont se créer à partir de l'arrivée des Italiens. C'est des petits groupes qui se créent dans les villages, c'est des connaissances, c'est des groupes des fois de 3-4 individus, mais personne ne communique. De la résistance spontanée. Voilà, ça va être crever des pneus de camion, faire des graffitis sur des murs, des fois ça va être même des bagarres avec un soldat italien, mais rien n'est structuré. Finalement, cette résistance corse, elle commence réellement à prendre de l'importance à partir du moment où les Italiens arrivent dans l'île en novembre 1942? Oui, avant, comme je te disais, elle est un petit peu passive. On ne sait pas trop ce qui se passe sur le continent. On est isolé du fait qu'on est en zone libre. Et là, à partir de l'arrivée des Italiens, on se dit, on est envahi chez nous. Et on ne l'a plus été depuis qu'on est français. C'est la première fois et c'est l'ennemi d'avant, l'italien, qui revient à nouveau. L'ennemi héréditaire. Tout à fait. Mais est-ce que la résistance possède de l'armement? Elle n'a pas d'arme du tout. L'armement de la résistance au début, c'est le fusil du berger, c'est le bel qu'on a ramené de la guerre de 14, le pistolet que tout le monde a encore, s'il ne faut pas se cacher. Tu connais la culture des armes, tout le monde a un fusil de chasse. Et on se débrouille comme ça. Et chaque fois qu'on peut dérober un fusil à l'ennemi, c'est une arme en plus qui servira pour la liberté. Sacré Corse. Mais la Corse reste une île. Isolés géographiquement, les patriotes peuvent difficilement compter sur une aide extérieure. Or, pour l'heure, ils ne disposent que de quelques revolvers et fusils de chasse et sont dépourvus de matériel radio. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 1942, un sous-marin approche des côtes occidentales de la Corse. C'est le Casabianca, celui-là même qui avait réussi à quitter le port de Toulon quelques jours auparavant. Il vient tout droit d'Alger.
Dans le secret le plus total, il parvient à faire débarquer 5 hommes, une radio, 60 pistolets mitrailleurs Sten et des munitions. C'est la mission Pearl Harbor, qui doit permettre aux patriotes corses d'obtenir une aide logistique. 10 autres missions sous-marines de ce type vont avoir lieu jusqu'en septembre 1943. À lui seul, le Casabianca va en effectuer pas moins de 6 dans des conditions extrêmement périlleuses car les Allemands demeurent dangereux en Méditerranée. Ces opérations sont primordiales. Grâce à elles, les patriotes corses vont pouvoir passer à l'offensive. Alain, à partir du moment où la résistance reçoit de l'armement, comment va s'organiser la lutte? Eh bien, donc, les armes vont commencer par arriver grâce au Casabianca, c'est le sous-marin qui s'est évadé de Toulon et qui, dès les premiers jours, à son arrivée à Alger, se met au service de la France libre et va livrer les premières armes dans les jours qui suivent. Donc, ces armes-là sont acheminées, déposées sur les plages à des lieux prévus et ensuite acheminées dans des lieux comme ici, en montagne, dans des grottes, des caches qui sont inaccessibles pour l'ennemi puisqu'ils ne connaissent pas du tout la région. Ouais. Et c'est profond? Oui, c'est des grottes assez profondes, mais des fois elles peuvent être plus petites. Mais là, je t'invite, on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Les grottes corses vont devenir donc des véritables caches d'armes. Voilà, des repères de hors-la-loi. Alors la première des choses qu'il faut avoir, c'est de la patience. Parce que comme tu dis, les gens veulent les armes, mais on ne peut pas partir à l'action, il faut un plan de bataille. Donc la première mission Pearl Harbor, elle, a permis de renseigner sur l'effectif italien, son positionnement. Et la seconde, qui est envoyée par le général de Gaulle, et son émissaire Fred Scamarone, est chargé d'arrondir les angles et de structurer tout ça. De ce fait, Scamarone, il sera le Jean Moulin corse. Donc lui, ce qu'il va faire, il va contacter tous les groupes, parce qu'étant d'origine corse, ça va mieux passer. Donc il y a des réunions qui se créent, on définit un plan de bataille, on définit des groupes. Il les fédère en fait. Voilà, il les fédère. Et grâce au Parti communiste qui au départ était un tout petit peu réticent et qui voulait travailler de son côté, mais il arrive à faire un bon travail. Lorsque le Casabianca livre les armes, par exemple il livre dans la région de Salech, les armes sont transportées jusqu'au milieu de la Corse, on va dire qu'il y a presque une autoroute de l'armement qui se crée. Et chaque réseau récupère ce qui lui est dû. Et avec cet armement-là, quels sont le genre d'actions que les résistants vont monter? Alors ça va être, on va s'attaquer par exemple à des postes italiens, mais les armes sont d'abord conservées, stockées, tout simplement parce qu'on ne veut pas déclencher une insurrection trop tôt. Dans le même temps, je suppose que les Italiens se rendent compte que des armes arrivent sur l'île. Bien sûr. Des fois, il y a des escarmouches, il y a des coups de fusil, ils reconnaissent bien que c'est de l'armement, c'est plus le fusil du berger. Dans le sud, il y a un petit village qui s'appelle les Martignes, on essaye les fusils mitrailleurs qui sont parachutés en plein jour. Les Italiens l'entendent depuis la plaine, mais ne mettront jamais les pieds aux Martignes de peur de tomber sur les résistants. Et il doit y avoir une forme de répression. Comment réagissent-ils? À ce moment-là, il y a l'OVRE, on va dire qui est la police fasciste italienne. Et la Gestapo italienne un peu. Tout à fait. Ces agents se promènent dans les villages, se promènent en ville, vont boire un coup dans un bar. Lorsqu'ils entendent un propos subversif, ou des fois, ça arrivait que quelqu'un se vante, on a reçu des armes, tu vois, on parle, hop, viens mon gars. On le passait à la torture jusqu'à obtenir les renseignements. Il va malheureusement, grâce à l'OVRE, avoir des réseaux tels le réseau gaulliste R2 qui va être complètement démantelé, le réseau de Scamarone, et qui va disparaître. Ça veut dire que les résistants sont abattus? Oui, ils sont arrêtés, beaucoup sont emprisonnés, jugés sommairement et parfois même exécutés très rapidement. Scamarone, lui, se suicidera parce qu'il va être torturé pendant X jours et, pour te dire un petit peu le personnage, il a tellement peur de parler, parce que bon, on reste quand même humain, il va se couper la langue à coups de dents. Voilà, et finir avec un morceau de fil de fer qu'il trouve dans sa paillasse, à s'arracher la gorge pour ne pas parler. Le réseau de résistants le plus actif vient d'être démantelé. Des patriotes sont fusillés, d'autres sont déportés. C'est un énorme coup dur pour la résistance. Mais il faut poursuivre la lutte et tenter de fédérer les différents mouvements. Cette mission est confiée à un militaire, cette fois, Paulin Colonna d'Istria. Il débarque en Corse le 4 avril et installe son PC provisoire dans le centre de l'île.
Il s'appuie sur le Front National, majoritairement communiste, et parvient à unifier la résistance. Des patriotes sont recrutés et en mai 1943, le Front National ne compte pas moins de 9000 adhérents. En parallèle, l'armement et l'équipement des patriotes se poursuivent. Des liaisons radio sont établies en permanence avec Alger et les missions sous-marines se succèdent. Elles permettent notamment d'identifier et de répertorier des terrains susceptibles de recevoir des parachutages d'armes. Il y en aura jusqu'à 65 sur toute l'île. Les largages débutent à partir du mois d'avril 1943. Mais en réalité, il ne s'agit plus seulement d'unifier et d'armer la résistance. Depuis plusieurs mois maintenant, et sans en informer le général de Gaulle, avec qui il préside le Comité français de libération nationale, le général Giraud envisage d'envoyer des troupes. Il est grand temps, car à l'été 1943, les Allemands sont aussi en Corse. Dès le mois de février 1943, Hitler souhaitait déjà faire de la Corse une base avancée pour ses opérations en Méditerranée. Mais à l'été de cette même année, la donne a changé. La campagne de Tunisie vient de s'achever sur une lourde défaite pour les troupes allemandes. Plus de 250 000 hommes ont été faits prisonniers. Le reste rembarque pour l'Italie, mais il y a un problème. Les Alliés ont débarqué en Sicile. Impossible de rejoindre la péninsule italienne pour poursuivre le combat. Les Allemands décident de faire transiter hommes et matériel par la Sardaigne, puis par la Corse. Il leur faut impérativement contrôler le port de Bastia pour pouvoir embarquer en direction du golfe de Gênes. De leur côté, les Italiens sont littéralement acculés. Le 17 août, la Sicile est entièrement libérée. Mussolini a été destitué quelques semaines plus tôt sur ordre du roi Victor Emmanuel III et des pourparlers ont été entamés avec les Alliés. Le 3 septembre, un armistice est finalement signé. Partout, les Italiens doivent déposer les armes et se retirer des territoires qu'ils occupent. Le 8 septembre, le général Eisenhower officialise l'armistice sur Radio Alger. À l'annonce de cette nouvelle, au sud-ouest de l'île, les habitants d'Ajaccio descendent dans la rue. Jean-Noël Aïki connaît très bien l'histoire de la Corse pendant la Seconde Guerre mondiale. Jean-Noël, comment les résistants accueillent-ils l'annonce de l'armistice italien? Un mouvement de joie, bien évidemment. Les Italiens, déjà représentant la force la plus importante qui est en Corse, 80 000 hommes, sachant qu'on est débarrassé de cette présence, c'est le moment ou jamais de faire quelque chose. Et donc, après la réunion de tous les chefs qui sont pour la plupart à Ajaccio, Arthur Giovone et Henri Maillot, il y a Maurice Choury qui est présent aussi, bien évidemment, d'ailleurs c'est lui qui monte devant la préfecture quand la foule se réunit, il arrange la foule du plateau d'une camionnette avec un haut-parleur en annonçant que l'ordre d'insurrection est donné dans toute la Corse, notamment à Bastia, où ils investissent la mairie, la préfecture. Et il y a quand même les Allemands qui sont en armes, et les partisans qui se promènent en armes devant les Allemands. Donc il y a une observation en chien de faïence un peu. Ouais. Et les résistants, on peut considérer qu'ils ont pris des risques énormes. Énorme, absolument. Parce que l'insurrection, finalement, est totalement spontanée. Elle est décidée ici en Corse. Il n'y a pas d'ordre qui vienne de l'extérieur. Absolument pas. Absolument pas. C'est vraiment local. C'est une décision des chefs locaux de la résistance. Le fait qu'ils ont été ravitaillés par Alger en particulier au niveau armement, matériel. Donc ils estiment qu'ils ont ce qu'il faut et qu'ils ne veulent pas attendre. Évidemment, ça va à l'inverse de ce que veulent les Alliés, qui ne veulent pas ouvrir un autre front ici. Sans l'accord du Comité français de libération nationale, les Corses viennent de se soulever. Ajaccio est la première ville française libérée et elle s'est libérée seule. Le journal communiste, Le Patriote, se laisse même déborder par l'euphorie ambiante et titre « La Corse, enfin libérée ». C'est pourtant loin d'être le cas. De leur côté, les soldats italiens ne savent pas vraiment quelle attitude adopter. Dès la proclamation de l'armistice, leur chef, le général Magli, patron du 7e corps italien, est sommé de prendre position pour
ou contre la résistance corse. S'il accepte de rejoindre la cause des patriotes, dans les faits, le général italien joue un drôle de double jeu et ne donne pas d'ordre précis à ses hommes. La situation est confuse et parfois très tendue. Les patriotes corses en armes se retrouvent nez à nez avec leurs anciens occupants, aussi désemparés qu'eux. Au nord de l'île, à Bastia notamment, dont le port a une importance vitale pour eux, les Allemands ont reçu l'ordre de désarmer les Italiens et attaquent plusieurs de leurs navires à l'ancre dans le port. Un contre-torpilleur prend feu, mais certains Italiens se sont rangés aux côtés des résistants. Ils ripostent depuis leurs batteries installées sur les hauteurs de Bastia et parviennent à chasser les soldats de la Wehrmacht de la ville. Mais les Allemands ne peuvent pas abandonner le port. Ils en ont absolument besoin pour évacuer leurs troupes vers l'Italie. Bastia se transforme alors en véritable champ de bataille. Pendant 4 jours, les combats font rage. Le 13 septembre au soir, bien épaulés par les Stuka qui s'acharnent sur les batteries italiennes, les Allemands parviennent finalement à reprendre la ville. Les Allemands tiennent Bastia, mais leur situation reste précaire. Ils sont peu nombreux et ils redoutent une action des résistants corses. Il leur faut des renforts, et vite. Pas moins de 32 000 combattants vont arriver de Sardaigne. La plupart ont combattu au sein de l'Africa Corps d'Erwin Rommel en Libye et en Égypte. Ils y ont livré d'âpres combats avant de se replier vers la Tunisie en mai 1943. Ceux qui n'ont pas été faits prisonniers ont donc été intégrés à une unité nouvellement créée, la 90e division de Panzer Grenadiers. Division d'infanterie motorisée, la 90e est également équipée de blindés, des canons automoteurs Sturmgeschütz 3. Conçu au départ comme un canon léger blindé destiné à soutenir l'infanterie, le Stug sera continuellement modifié et largement employé comme chasseur de chars grâce notamment à son canon de 75 mm. À la fin de la guerre, plus de 10 500 Stug auront été construits. Le 12 septembre 1943, la 90e division de Panzer Grenadiers a commencé à débarquer ses blindés à Bonifacio, à l'extrémité sud de l'île. Elle a pour mission de remonter la côte orientale pour rejoindre Porto Vecchio, l'aérodrome de Ghisonaccia, Aleria et surtout Bastia. Mais le général von Sanger ordonne également à une colonne blindée SS de rejoindre Kwanza, au cœur du massif de l'Alta Rocca. Le village est situé à un carrefour stratégique. Les Allemands y ont installé un immense dépôt de munitions et de carburant. Ils doivent à tout prix le conserver. Or, depuis le 10 septembre, la garnison allemande de Kwanza subit les attaques répétées des patriotes corses. Mais cette garnison est composée de soldats aussi cruels que redoutables, les SS de la brigade Reichsführer, nazis convaincus, chargés à l'origine de la protection de Heinrich Himmler, chef absolu de la SS. Ils ont déjà commis les pires exactions sur le front Est. Malgré le soutien de quelques artilleurs italiens, les patriotes corses sont peu nombreux. Ils sont surtout dépourvus de matériel lourd et d'explosifs. Les Corses ont absolument besoin d'aide, et vite. À Alger, le général Giraud, qui commande l'armée d'Afrique, est inquiet. La résistance, aussi vaillante soit-elle, a-t-elle les moyens de l'emporter face à plus de 30 000 Allemands? Il leur faut du soutien. Mais qui? Les Américains et les Britanniques se battent déjà sur le front italien. Giraud décide alors de mettre sur pied une force capable de venir en aide à la résistance corse. Sans en référer au Comité français de libération nationale dont il dispute la présidence à De Gaulle, Giraud rassemble environ 6 000 hommes sous les ordres du général Henri Martin. C'est l'opération Vésuve. Le 13 septembre 1943, à 1 h du matin, le sous-marin Casabianca approche à nouveau de la côte occidentale de la Corse. Mais cette fois, il ne transporte pas que des armes et du matériel. À son bord, 109 soldats d'élite entassés
s'apprêtent à débarquer dans le port d'Ajaccio. Ce sont des hommes du bataillon de choc. Jean-Noël, le 13 septembre, les hommes du bataillon de choc arrivent ici, à Ajaccio. Qui sont-ils? Ce bataillon de choc a été créé pratiquement au même moment où l'Africa Corps capitulait. C'est-à-dire que l'Africa Corps a capitulé le 13 mai 1943. C'est pratiquement au même instant que l'on crée ce bataillon de choc, qui est quelque chose de précurseur. Ce sont vraiment les premiers commandos français qui ont été créés. Donc entraînés au combat rapproché, au parachutage, mais c'est les premiers qui sont sollicités. Et donc ils arrivent ici et leur but c'est quoi? C'est la protection, pas l'intervention au départ, mais la protection de la zone où vont arriver le restant des troupes. Ils sécurisent l'aéroport, le port et tous les accès sur Ajaccio. Et au-delà du bataillon de choc, quelles sont les autres unités qui vont venir pour les soutenir et pour venir libérer la Corse? Alors ils prennent tout ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire de l'armée d'Afrique. Il y a le 4e SPAI qui est équipé de chars légers des chars Stuart et d'une compagnie de reconnaissance. Il y a le 1er RTM, le 1er régiment intérieur marocain, et également les tabors. Les fameux tabors marocains qui sont des goumiers, sont sur un statut spécial, qui fait que bien souvent ils ne veulent pas être mélangés aux autres. Guidé par les résistants, une partie du bataillon de choc devra progresser en direction de Bonifacio pour perturber la retraite des Allemands vers Bastia. Le reste des chocs traversera l'île d'ouest en est afin de contrôler l'aérodrome de Ghisonaccia. Enfin, les unités marocaines remonteront quant à elles vers le nord pour reprendre Bastia, toujours aux mains des Allemands. Malheureusement, le 15 septembre, le bataillon de choc, débarqué 2 jours plus tôt, est toujours maintenu en attente à Ajaccio. Les troupes marocaines, quant à elles, arrivent au compte-gouttes. Une fois débarquées, il leur faudra plusieurs jours pour rejoindre la zone des combats. Les déplacements en montagne sont compliqués et ces unités manquent de moyens de transport. En attendant, les patriotes corses sont toujours bien seuls et le pire les attend. Car les 3000 hommes, les 7 chars et les 55 camions de la colonne blindée allemande ont quitté Porto Vecchio, direction Cuanza. Le 15 septembre au matin, ils arrivent au tunnel d'Ucciulu, porte d'entrée dans le massif de l'Alta Rocca. Une centaine de résistants sont en position sur les hauteurs surplombant la route. Ils se sont répartis en 3 groupes. Les premiers tiennent un avant-poste sur un éperon rocheux à 150 mètres du tunnel. D'autres sont placés au-dessus de l'entrée. Un 3e groupe est positionné à la sortie. La colonne approche. En tête de cortège, les premiers véhicules allemands arborent des drapeaux italiens et français. C'est un leurre. Quelques résistants tombent dans le piège et se font cribler de balles. Une lutte acharnée s'engage alors. Les mortiers allemands répondent aux tirs de chevrotines et de mitraillettes. Les SS, réfugiés dans le tunnel, sont assaillis. Mais les patriotes corses finissent par manquer de munitions et sont contraints de se replier. Les Allemands reprennent leur marche en avant, mais laissent derrière eux une vingtaine de cadavres. Au même moment, le dépôt de munitions de carburant de Cuanza est attaqué par les patriotes qui font près de 200 prisonniers. Mais la colonne blindée arrive en renfort et elle semble inarrêtable. Elle fonce droit sur eux. Le lendemain, elle arrive même dans les environs du village de Lévis. Il faut la stopper à tout prix. Si ce verrou saute, les Allemands pourraient poursuivre leur route vers Ajaccio et mettre en péril le débarquement des troupes françaises. Or, les SS disposent toujours de leurs redoutables Sturmgeschütz, des monstres d'acier de 23 tonnes, munis de canons de 75 mm. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Le 16 septembre, une colonne de la Reichsführer emprunte cette route pour monter au village de Lévis et elle arrive à ce pont. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? Alors ce pont, c'est le dernier obstacle, si l'on peut dire, puisqu'ils ont pu franchir tous les autres, aussi bien au tunnel que tous les barrages une quinzaine de barrages qui ont été faits jusqu'ici. C'est le dernier espoir pour les partisans de les empêcher. Donc ils réussissent, ce qui n'est pas évident, à faire sauter ce pont.
les Allemands, évidemment, se trouvent coincés parce qu'ils ont des chars, des camions, beaucoup de camions. Non, ça veut dire c'est une colonne qui s'étire sur cette route. Colonne sur plusieurs kilomètres avec donc 4 chars Sturmgeschütz, des canons d'assaut de 23 tonnes. Et arrivé ici, le pont vient de sauter et les partisans se sont mis au-dessus avec quelques Italiens volontaires. Mais comment des partisans, ils n'ont pas de matériel lourd véritablement, leurs armes ne peuvent pas suffire face aux mitrailleuses allemandes? Exactement, mais disons que le terrain s'y prête parfaitement. Ça compense le manque d'armes, puisque là, ils sont équipés sur pas mal de pistolets mitrailleurs, de mitraillettes des Stengun, plus beaucoup de fusils de chasse. Et aux fusils de chasse, on tire à chevrotine. Et les Allemands ont une peur, une panique des chevrotines. À tel point qu'à un certain moment, un officier SS donne l'ordre d'assaut à ses hommes, et ceux-ci refusent de monter à l'assaut. Il est obligé d'en abattre de sa main pour obliger les autres à monter à l'assaut. Mais le pont ayant sauté, ils ne peuvent pas passer. Les véhicules, c'est fini. Alors ils essaient de passer à pied en contrebas du pont. Quelques fascistes italiens aussi sont présents, ils réussissent à passer par le bas. Bon, évidemment, dans ces conditions, les partisans évacuent, fait que les Allemands, finalement, à pied, arrivent à Lévis pour trouver un village désert. Finalement, ils s'en vont. Ils font demi-tour. Tous les véhicules, les chars restants, puisque un a été détruit par l'artillerie italienne qui était positionnée au-dessus des cimetières de Lévis. Donc, bon gré, mal gré, ils sont obligés de faire demi-tour et de repartir. Donc ils rebroussent chemin et finalement ils ont des pertes et ils laissent du matériel sur place. L'estimation des pertes, ça tourne autour de 200 tués, du matériel qui restera par-ci, par-là. Pour exemple, ce genre de souvenir qui sera laissé. C'est un casque de la SS. Un casque de la SS Reichsführer, oui, tout à fait. Ouais. Il y a un signe qui est là. Une pièce assez rare, une pièce historique. Absolument. Liée donc aux combats qui ont eu lieu sur ce pont et tout autour de Lévis. Épaulés par quelques Italiens, les patriotes corses viennent de réaliser un véritable exploit. Grâce à eux, les Allemands ne remettront jamais la main sur leur important dépôt de Cuanza. Ils n'atteindront pas non plus Ajaccio. Le débarquement des troupes de l'opération Vésuve peut se poursuivre en toute sécurité. Ce même 17 septembre, les hommes du bataillon de choc, maintenus en attente dans la capitale corse, peuvent enfin se mettre en marche vers la zone des combats. Ils sont les premiers à rejoindre les patriotes le 19 septembre. Le même jour, un avion se pose sur le tarmac de l'aéroport d'Ajaccio. Le général Giraud vient d'arriver en Corse. Il se rend directement à Corte pour rencontrer son homologue italien, le général Magli. Des moyens de transport et de l'approvisionnement, voilà la priorité pour Giraud. L'artillerie et le génie italien sont également mis à disposition des Français. Ils vont en avoir besoin. Car le 21 septembre, les Allemands ont fini d'évacuer la Sardaigne. Les 32 000 hommes de la 90e division de Panzergrenadiers sont en Corse. Ils quittent Bonifacio et Porto Vecchio, direction le nord de l'île, pour embarquer vers l'Italie. Les chocs, guidés par les patriotes corses, sont à leur trousse. Mais ils doivent se rendre à l'évidence. La 90e division de Panzergrenadiers est une unité bien équipée. Elle peut être affaiblie, ralentie, mais pas stoppée. Elle file inéluctablement vers le nord. À Ajaccio, les troupes marocaines continuent de débarquer. Tous se dirigent vers Bastia. L'heure de la grande bataille approche. Mais depuis le 13 septembre, les Allemands contrôlent la ville et ses alentours. Sylvain, les habitants sont encore dans la ville de Bastia. Comment vivent-ils? La plupart des habitants ont quitté la ville lors de la prise de la cité par les troupes allemandes le 13 septembre 1943. Il reste quelques centaines d'habitants qui vivent à l'heure allemande avec un couvre-feu, des restrictions de la circulation, des restrictions dans le ravitaillement et ils vivent dans la terreur, la plupart du temps cachés dans des caves ou dans leurs appartements. Les Allemands s'accrochent littéralement à Bastia depuis le 13 septembre. Pour quelles raisons? Quel intérêt stratégique a cette ville pour eux? Alors Bastia, c'est le point névralgique de l'évacuation des troupes allemandes, pour deux raisons. La première, c'est que c'est le seul port de la côte orientale qui a des moyens de transbordement importants. La seconde, c'est qu'il se trouve à quelques kilomètres des côtes toscanes, ce qui minimise dans les rotations maritimes les risques d'attaque navale et aérienne des Alliés. Et comment d'ailleurs se déroule cette évacuation des
troupes allemandes vers l'Italie? Alors cette évacuation, elle est très rapide. Il y a des dizaines de navires de la Kriegsmarine qui effectuent des rotations quotidiennement entre l'île et les côtes toscanes. Le but, c'est évidemment d'évacuer un maximum d'hommes et surtout du matériel. La plupart des hommes sont évacués par les aérodromes de Ghisonaccia et de Borgo, et l'essentiel des moyens lourds, c'est-à-dire chars, pièces d'artillerie, matériel, sont évacués par le port de Bastia dans ces rotations maritimes. Les Allemands doivent évacuer plus de 30 000 hommes, des centaines de véhicules et des tonnes de matériel. Sur l'étang de Biguglia, au sud de Bastia, des pontons ont été construits pour permettre à des navettes rapides de faire embarquer hommes et matériel légers. Mais l'artillerie et les blindés doivent être évacués sur de plus gros navires depuis Bastia. Les Allemands doivent conserver le port à tout prix. Le 27 septembre, sous la pression des chocs et des patriotes corses, ils perdent le contrôle de l'aérodrome de Ghisonaccia et du port d'Aleria. Puis c'est le tour de l'aérodrome de Borgo. Bastia est désormais leur seule chance. Pendant ce temps, dans le centre de l'île, les troupes marocaines progressent aussi vers Bastia, mais avec plus de difficultés. Elles manquent de véhicules et d'animaux pour transporter le matériel. Les marches sont longues et pénibles. Malgré tout, les Marocains avancent, bien guidés par les patriotes corses, et le 29 septembre, ils sont aux portes de Bastia. La grande bataille attendue aura bien lieu. L'offensive française est prévue pour le lendemain. Alors que les chocs et les patriotes corses arrivent par le sud, les troupes marocaines doivent passer à travers les montagnes à l'ouest. Problème, les Allemands tiennent toujours les cols de San Stefano et de Tegim, passage obligé pour atteindre Bastia. Dans la nuit du 29 au 30 septembre, les tirailleurs marocains parviennent à enlever le premier des deux cols. De leur côté, les goumiers atteignent la Serra di Pigno, qui culmine à 857 mètres. D'ici, ils dominent toute la région de Bastia et aperçoivent notamment les péniches, qui attendent de pouvoir embarquer d'autres soldats pour l'Italie. Les Allemands sont là, à portée de main. Alain, le 1er octobre, les goumiers arrivent ici, au col de Tegim. Qui sont ces hommes? Alors ces hommes sont des supplétifs marocains qui se sont engagés à la demande du roi du Maroc. Mais les goums ont été créés pendant la Première Guerre mondiale. En 1940, à l'armistice, leur armement a été caché, ils ont été mis un petit peu de côté en attente du retour probable de la France dans la guerre. Quelle est la mission qui leur est confiée ici même au col de Tegim? La mission du col de Tegim est de prendre Bastia. C'est l'endroit crucial parce que les Allemands rembarquent par Bastia, c'est le seul port qu'on a en eau profonde. Et il faut couper la route à tout prix aux Allemands. Et les goumiers sont des troupes rustiques puisque ce sont des bergers, ils sont habitués à marcher en montagne, à avoir une cadence très rude. Dans leur région qui est l'Atlas, c'est la même configuration et c'est leur vie de tous les jours. Ils sont très rustiques. On voit même que dans le maquis, on les voit circuler en sandales, voire même pieds nus à certains moments. Donc c'est dire la rusticité de ces troupes. Comment vont se dérouler les combats ici au col de Tegim pour ces goumiers, sachant que le col est tenu par l'ennemi? Alors la première des choses, il faut que ça reste secret. Donc les goumiers arrivent à Saint-Florent depuis la région de Castres, ils sont venus d'Ajaccio, Corté. Et l'ordre est de prendre le Tegim en pratiquant une pince. Une partie va monter au sud du col et le plus gros vont passer par la marine de Farinol, remonter par le col de San Leonardo qui est là-bas et revenir par ce sommet. Ils sont passés exactement ici. Ils sont passés exactement ici et ils sont montés pour prendre un petit fortin qui se trouvait où il y a l'actuel relais télévision. Et comment se déroulent les combats? Alors les combats dans des conditions quand même assez homériques au départ. Il n'y a pas de matériel pour les transporter, ils se débrouillent à pied. Quand ils partent de Saint-Florent, ils font à peu près 25 km dans la nuit avec tout le matériel chargé sur le dos. Mais il y a le temps, il pleut, il y a du brouillard, il y a du vent. Donc c'est pénible, mais ils vont y arriver. Et pour cela, les Goums ont recruté des guides. Et le guide qu'on connaît le plus est le jeune Ernest Bonacoche. Bonacoche, à ce moment-là, 13 ans. C'est un petit berger qui est originaire de la région de Castres. 13 ans. 13 ans.
Et il se trouve au pont de fer de Saint-Florent au moment où le commandant Hédon arrive en jeep et demande à des gens qui étaient là « Est-ce que quelqu'un connaît la route de Téguim ?» Lui, il dit « Moi, je sais comment on y va. » C'est un gamin quand même, il n'ont qu'Ernest, il embarque, il l'emmène à Saint-Florent, il le présente au colonel de la Tour qui n'y croit pas trop et qui va vite s'apercevoir qu'il est très débrouillard et qu'on peut en faire quelque chose. Et comment se passe cette montée épique d'une certaine manière, les goumiers guidés par un enfant de 13 ans? Ils partent à pied, ils suivent tout le littoral de Saint-Florent et ils montent au village de Farinol et ils arrivent ici. Et lorsqu'ils vont arriver au col, donc ici, là, imagine avec du brouillard de partout, le jeune Ernest en tête, et d'un seul coup, il aperçoit une silhouette dans le brouillard. Il s'adresse à elle, croyant que c'est un goumier, et le goumier lui répond en allemand. Donc Ernest rebrousse chemin, va rejoindre son groupe qui est derrière, et leur dit « Là-bas, il y a un Allemand ». Et donc le commandant Hédon décide à ce moment-là une attaque au couteau. Il dit au goumier « Écartez-vous, et dès que vous trouvez un ennemi, soyez le plus silencieux possible ». Donc le combat se déroule, mais quelques-uns vont quand même réussir à s'échapper et descendre, donner l'alerte au col. Et là, les Allemands sont sur le qui-vive, mais comme il y a du brouillard, ils ne savent toujours pas où se trouvent les goumiers. Et les goumiers, par la suite, vont quand même réussir à s'emparer véritablement du col et à chasser l'ennemi qui s'y trouve. Alors le premier accrochage a lieu le 1er octobre, fin de journée. Ils descendent en suivant les seconds guides qui a été envoyé sur le col. Lui se perd dans la brume et il part sur une escroissance de roches qui se trouve à gauche de Téguim. Il dit, le col est en dessous. Et les goumiers voient des camions arrêtés, des camions allemands. Ils attaquent ces camions, mais en réalité, ils sont loin du col encore. Et le brouillard, à ce moment-là, ce qui arrive souvent ici, un coup de vent, il n'y a plus de brouillard. Et là, les Allemands les repèrent et c'est le début du massacre. Un prisonnier allemand dira même, en parlant des goumiers, il disait, on aurait dit des petites chèvres noires qui couraient dans le maquis. Tellement ils arrivent à les distinguer. Il y a les premiers tirs, ils se replient dans les grottes, dans les abris de bergers qui sont à cet endroit-là. Stoppés, les goumiers marocains doivent impérativement s'emparer du col pour atteindre Bastia. Malgré les lourdes pertes de la veille, ils déclenchent un nouvel assaut le 3 octobre et parviennent enfin à chasser les Allemands. Quand est-ce que tombe le col de Téguim véritablement? Le col tombe le 3 à minuit, donc le 4, et le capitaine Taine du 73e Goum reçoit ordre de rentrer dans Bastia. Et en se faisant guider, ils arrivent les premiers à la mairie de Bastia. Donc à 5h45, le capitaine Taine a libéré Bastia. On est vraiment sur un lieu historique. Très chargé d'histoire. Juste au-dessus de Bastia. Et là, on peut dire on voit ce qu'a vu Taine, malgré que c'était la nuit, il est passé par là. Ouais, on pourrait presque voir les bateaux allemands s'éloigner au loin. Les goumiers viennent de réaliser un exploit retentissant. Le col de Téguim est conquis. Le dernier verrou sur la route de Bastia vient de sauter. Lorsque les troupes de libération pénètrent dans Bastia, elles découvrent une ville quasi déserte. La plupart des habitants ont fui dans les premiers jours après l'insurrection. Les Allemands ne sont plus là non plus. Des bombardiers américains tentent bien d'empêcher les dernières troupes d'évacuer vers l'Italie. Trop tard. Les bateaux sont déjà loin. La 90e division de Panzergrenadiers a réussi à faire embarquer la totalité de ses effectifs. Plus de 30 000 hommes viennent d'échapper aux Alliés. Malheureusement, de nombreux civils amassés sur le port sont fauchés par le bombardement. La ville de Bastia est défigurée. Sur les 744 immeubles que compte la cité, 69 sont détruits, 650 sont endommagés. La gare est en feu, le port encombré d'épaves. Bastia est sinistré. Mais Bastia est libérée. La Corse, un an avant le reste de la France, s'est libérée sans l'aide des Alliés, grâce à l'action conjointe de la résistance et des hommes de l'armée d'Afrique. Beaucoup l'ont payé de leur vie. 87 soldats et 172 résistants ont été tués, auxquels il faut rajouter 637 Italiens qui se sont battus à leur côté. Le général de Gaulle, déjà présent sur l'île de Beauté, prononce un discours à Ajaccio le 8 octobre. La Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France.
Les patriotes corses, groupés par le Front National, auraient pu attendre que la victoire des armées réglât heureusement leur destin. Mais ils voulaient eux-mêmes être vainqueurs. Mais les Corses le savent. Si leur île est de nouveau libre, la lutte contre l'ogre nazi s'annonce encore longue. 13 000 d'entre eux vont s'engager au sein des troupes de la France combattante. L'île de Beauté va quant à elle se transformer en base avancée alliée. Tel un porte-avions, elle sera vite surnommée USS Corsica. C'est d'ici que décolleront des centaines de chasseurs-bombardiers pour aller pilonner les lignes de communications allemandes en Italie et dans le sud de la France. C'est également depuis la Corse que près de 30 000 hommes et 3 500 véhicules embarqueront à l'été 1944 pour aller débarquer sur les côtes de Provence. En cette fin d'année 1943, si la Corse est libérée, elle s'apprête donc à se transformer en une base militaire géante. Les Alliés en auront bien besoin, car la Seconde Guerre mondiale est encore loin d'être terminée.